Samedi 30 novembre 2019, vous êtes dans Le Monde en 7 derniers numéros de ce mois. Nous allons revenir sur des sujets qui nous ont paru importants et que nous avons évoqués au cours de la semaine. On parlera d'abord de la Guinée-Bissau. La présidentielle, l'alternance a été obtenue dès le premier tour. Nous évoquerons en seconde position le Bénin où l'État béninois a été condamné à payer 60 millions d'euros, soit 36 milliards de francs CFA à l'opposant Sébastien Ajavon. Nous parlerons également en seconde partie du Togo. On va évoquer les inscriptions sur les listes électorales. Cela se déroule sans incident jusqu'à présent. Et puis on parlera aussi de cette multiplicité de candidatures pour la présidentielle de 2020. Pour évoquer ces sujets autour de moi sur le plateau, Aimé Adi, directeur de Amnesty International Togo. Aimé Adi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. En face de vous, Kondo Kofi Nayot, vous êtes juriste et analyste politique. Bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. Merci à vous aussi d'accepter notre invitation. On commence tout de suite avec la Guinée-Bissau. Les résultats du premier tour de la présidentielle ont été annoncés le mardi dernier. Ces résultats placent l'ancien Premier ministre Domingo Simoes Pereira en tête avec un peu plus de 40% des voix, suivi d'un autre ancien Premier ministre, Umaro Ambalo, qui recueille un peu moins de 30% des voix. Le président sortant, José Mario Vache, n'arrive qu'en 4e position et il obtient 12% des voix. Mais a dit, on le voit, ce scrutin, disons-le, redouté, parce que beaucoup se sont dit, il y a énormément d'incertitudes, tout est bien dans le meilleur des mondes finalement. Oui, on ne peut que remercier le peuple bissau-guinéen qui a choisi la marche de l'alternance d'une manière pacifique et surtout de celui qui a été battu, qui a dirigé le pays, qui a accepté sportivement les résultats. Et je pense que c'est une Afrique en marche. On l'espère que le second tour va confirmer cette tendance-là pour que de plus en plus on ait des signes positifs, des éléments qu'on pourrait ajouter à cette Afrique qui vraiment prend le pas de se prendre elle-même en charge. Je crois que pour l'instant, on n'a pas entendu un communiqué de l'Union européenne ou d'une autre instance internationale donnant un quitus à ces élections. Ça voudrait dire que les institutions nationales de ce pays, malgré la situation de crise, ont pu quand même révéler une certaine tendance de maturité, mais aussi de capacité de faire face aux situations locales. Et c'est ce que nous souhaitons habituellement pour beaucoup d'autres pays en Afrique, pour que l'Afrique ne soit pas toujours le théâtre des conflits après les élections. Kofi Nayot, vous y avez cru, vous vous êtes dit, ça va bien se dérouler, malgré tout ce qu'on avait eu là, quelques semaines avant le scrutin. Oui, en fait, il y a une crise précédente tout récente qui m'a laissé sur ma soif. Je pensais quand même que l'alternance viendrait, mais avec la crise, je crois que le président a voulu forcer la main pour que les élections s'organisent en sa faveur, mais avec les démarches menées par la communauté internationale, notamment la CEDEAO et les autres, je crois quand même que pour une fois, les institutions ont fait valoir leur poids en reconnaissant la légitimité que eux-mêmes ils ont donnée au Premier ministre chargé d'organiser les élections, ont permis quand même d'obtenir l'alternance dans ce pays. C'est à saluer. Je crois que les mêmes stratégies doivent être menées dans d'autres pays, dans nombre des pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique francophone, pour que l'alternance puisse enclencher le processus démocratique dans notre continent. Mais dans le cas de la Guinée-Bissau, on ne va pas perdre de vue que si on avait laissé ce pays tout seul, il ne serait pas parvenu à ce résultat. La CEDEAO a dû carrément placer le pays, disons-le, sous tutelle. Oui, et c'est possible de voir cette réponse de la communauté régionale qui a bien voulu aider ce pays. Mais moi, je voudrais vraiment toujours souligner la capacité des Bissau-Guinéens eux-mêmes qui ont décidé. Parce que voyez-vous, les élections tournent autour non seulement des candidats des partis politiques,
du public, c'est-à-dire de la population, mais aussi et surtout des institutions chargées d'organiser les élections. Donc à la base, quand on a de bonnes institutions, on pourrait au moins attendre qu'à 50% les élections puissent se dérouler très bien. Autre paramètre aussi, jusqu'à présent, vous avez vu un peu aussi le rôle de l'armée, qui au fait n'a pas vraiment joué un rôle prépondérant en vue de créer une certaine tendance ou une balance vis-à-vis d'un candidat. Ce sont là des paramètres qu'il faut aussi prendre en compte malgré l'injonction, disons, de la CEDEAO, parce que ailleurs la CEDEAO est intervenue, mais on n'a pas eu les mêmes résultats. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est que voulaient les Bissau-Guinéens, comment ils sont parvenus, c'est quand même quelque chose d'important à pouvoir montrer aux autres pays en Afrique qui souvent pensent que la France ou l'Occident ou une autre institution, Union africaine ou ONU, pourra réellement régler un certain nombre de problèmes. Et je pense que la maturité, elle est très importante et je voudrais plutôt qu'on puisse voir cette Afrique-là qui choisit d'avancer avec ses capacités et sa manière de croire à ses propres institutions pour pouvoir avancer. Le scrutin de la Guinée-Bissau, est-ce que ça vous a permis aussi de voir, par exemple, la capacité qu'a cette institution sous-régionale, la CEDEAO, à régler des questions liées au pays de cette zone? Non, tel que l'a souligné mon frère a dit, en fait, la CEDEAO n'est venue qu'en dernière position. Et je crois quand même que c'est les Bissau-Guinéens eux-mêmes, leurs institutions, qui ont compris quand même qu'il est normal qu'à un moment donné, nous tournons le page pour aller vers le développement et donc la cession de la démocratie pour que notre pays puisse avoir de crédit. Vous savez, dans l'histoire de ce pays, depuis son indépendance, c'est la première fois qu'un chef d'État a terminé son mandat. José Mario Vaz est le premier président à pouvoir terminer son mandat. Donc ça voudrait dire que c'est un événement à saluer et donc ils doivent pouvoir aller maintenir le cap jusqu'à terme pour que le pays puisse avoir. Et donc il faut l'incarner par une institution forte. Je crois que l'institution chargée d'organiser ces élections a joué le rôle, mais je crois qu'il y a un ingrédient de la communauté internationale qui a donné quitus au Premier ministre, donc expressément chargé d'organiser les élections. Si ce n'était pas ça, je ne trouve pas que le président aurait voulu limoger ce Premier ministre pour imposer un autre. Maintenant, les gens n'ont pas changé de langage et c'est ça qui a donné le crédit véritable à ces élections. Nous attendons encore jusqu'à la terme du deuxième tour pour savoir si effectivement les institutions sont déterminées à aller jusqu'au bout ou pas. Alors, elle a dit, en même temps, on peut aussi analyser le comportement même du président sortant parce que ce pays a connu cette crise parce que ce monsieur ne s'est pas, entre guillemets, montré un peu digne de la fonction. Oui, on peut apporter tous les jugements, mais je pense qu'à la fin, quand même, il faut lui reconnaître tout ce courage-là d'avoir accepté sportivement. Il n'a pas fait de déclaration. Oui, je suppose que qui ne dit mot oui, pour l'instant. Parce que, voyez-vous, ailleurs, vous auriez vu un déploiement drastique des forces de sécurité pour faire tout cela. Mais pour l'instant, il n'a pas eu. Parce que forcément aussi, le pays, il faut le dire, est totalement en crise. Et on n'a pas vraiment l'unicité des blocs comme on pourrait l'avoir ailleurs, où il avait le monopole sur l'ensemble des institutions. Mais moi, ce que je voudrais encore dire, c'est que les institutions internationales ou régionales n'ont de crédit que si au niveau national, il y a déjà une base qui est bien posée. Sinon, on pourra bien donner des injonctions, des sanctions, mais les gens vont continuer toujours par s'entêter. La preuve, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO est intervenue dans la crise bissau-guinéenne. Je pense même que le président togolais est aussi un des médiateurs qui a fait ce qu'il pouvait faire. Mais en fin de compte, il faut vraiment que les gens qui dirigent les institutions au niveau national puissent réellement s'accorder à dire qu'on a besoin d'aller de l'avant. On n'a pas besoin de ressasser toujours dans les mêmes plaies. Parce qu'en réalité, qui perd, c'est la Guinée-Bissau, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas le Ghana, ni le Togo, ni la France, ni même le pays colonisateur. Donc, en fin de compte, c'est le peuple. Donc, il faut aller de l'avant et je crois que ce sont des éléments. Mais encore une fois, comme on l'a dit sur cette table, il faut attendre le deuxième tour pour effectivement voir si
la digestion s'est bien passée, qu'on pourra vraiment avoir les fruits de cette digestion, de ces résultats. Et après aussi, il faut l'après-élection. Les attentes sont toujours nombreuses parce que c'est un pays en pleine crise et c'est des crises à répétition. Est-ce qu'il y aura vraiment une vraie réponse aux attentes des Bissau-Guinéens? Ce sont là pour nous des paramètres sur lesquels on espère que d'ici quelques années, on pourrait vraiment mesurer et voir si l'alternance, il la faut pour elle-même ou l'alternance pour le développement. C'est ça qui est plus important en fin de compte. Parce que si le nouveau président ne répond pas aux attentes, forcément, on va retomber dans des crises plus graves même que ce qu'on est en train de vivre actuellement dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. On a vu, puisqu'on évoque les résultats du premier tour, on montrait que les Bissau-Guinéens voulaient de l'alternance. C'était une sanction pour le sortant. En fait, les 700 000 Bissau-Guinéens qui sont convoqués aux urnes, et puis il y a eu une forte participation. Participation, c'est une leçon qu'ils ont donnée. Parce que dans d'autres pays, il y a de l'abstention, il y a des désistements, il y a le droit de vote qui n'a plus son poids. Mais les gens ont compris que nous sommes en crise, mais ce n'est que par les urnes que nous pourrons véritablement nous exprimer. Ils ont compris. La forte participation est une leçon, est un élément très fort dans ce processus électoral qui est en cours en Guinée-Bissau. Et donc, c'est une manière de dire que le peuple, bien que martyrisé, mais bien que plongé dans une crise, a compris que notre part de responsabilité, c'est de départager les protagonistes. 12 candidats à une élection présidentielle. Arriver au deuxième tour avec 2 candidats, avec cette forte participation, c'est vraiment dire à certains qu'il ne s'agit pas d'accuser, il ne s'agit pas de discuter, il ne s'agit pas de dissuader les gens pour aller se faire recenser d'une manière ou d'une autre, mais il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ce n'est que cette parcelle de pouvoir que nous avons qui nous donne le droit de nous exprimer, qui pouvait asseoir les bases soutenues de la démocratie que nous appelons de tous nos voeux. Je crois que la population, à un moment donné, était vraiment divisée entre les différents candidats. Les campagnes ont été tendues sans incident majeur, mais à la fin, je crois que les hommes et les femmes qui ont suivi des candidats ont dit leur vérité dans les urnes. C'est ça l'essentiel. Alors, José Mario Vache, vous l'avez, si on fait le bilan des 5 années qu'il a passées à la tête du pays, bon, c'est vrai qu'il joue à la prolongation depuis juin dernier, mais sur ces 5 années, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a plus passé le temps à créer des crises politiques au sein même de son parti, à créer des dissensions, qu'à faire le développement pour lequel il est élu. C'est pour ça qu'il est sanctionné aujourd'hui? Je crois parfaitement que l'analyse que vous faites n'est pas entièrement fausse, oui, parce que ce pays, il n'est pas d'ailleurs le seul. Tous les présidents qui sont passés, vraiment c'est difficile de comprendre ce pays. Je ne sais pas, c'est parce que c'est un pays lusophone qu'on a du mal à le cerner, mais de loin ou de près, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il y a, mais fort probablement qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques, financiers là derrière. On peut le prendre comme une sanction, mais aussi on peut aussi comprendre que le peuple en avait marre toujours de continuer par supporter ces crises-là. Et je crois qu'ils n'ont pas réellement aussi fait le choix de ne pas en finir, parce que ceux qui vont se battre au second tour sont aussi des anciens de l'arène politique. Donc ils sont là, et donc c'est pourquoi j'espère que le second tour va vraiment nous aider à pouvoir aller, surtout qu'ils ont déjà eu des élections législatives. Donc il y aura encore d'autres blocs qui vont se créer au Parlement. Est-ce que le nouveau président aura les coudées franches pour pouvoir arriver? Mais je pense que la Constitution lui donne quand même des possibilités de voir ce qu'il peut faire pour pouvoir de toute façon, faire... celui qui est en tête actuellement, l'ancien Premier ministre Domingo Pereira, il est issu du PAIGC, et c'est le PAIGC qui a la majorité au Parlement actuellement. Donc, si c'est lui qui passe, il n'aura pas de difficulté. Oui, probablement, mais attention, de ce pays, il y a toujours des dissensions au sein des partis. Et donc, parfois, il y a des courants de pensée, des blocs ethniques qui naissent et parfois cassent le rythme. La preuve, tout ce qu'on a connu aujourd'hui comme crise,
Tout au début, c'était pas comme ça. Les gens étaient unis derrière une personne, mais après, à force de chercher des intérêts, de revendiquer des places, on finit par disloquer. C'est aussi le fruit à payer des questions d'alternance non maîtrisées dans nos pays africains. C'est important de ne pas faire de la politique pour la politique, mais c'est de faire de la politique en vue de quelque chose, sur une vision. Et donc, quand il n'y a pas une vision, une manière de penser, une manière de faire qui accompagne la vie politique, parfois, on fait les choix de colère. C'est-à-dire, les peuples, parfois aussi, votent pour la colère parce qu'on veut juste voir quelqu'un, mais après, on se rend compte qu'on s'est trompé dans la manière de faire et dans les choix qu'on a opérés. Tout cela, ça participe aussi à la vie politique. Il faut aussi savoir le prendre sportivement, comme je l'ai dit. Les crises elles-mêmes se nourrissent, elles permettent aussi à la politique de se développer. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on retient de cela pour que l'avenir soit meilleur. Je pense que le peuple, il faut le remercier, est gagnant, hein, tout au moins. Si l'ancien président reconnaît effectivement sa défaite, je crois que c'est déjà un pas. On ne va pas trop culpabiliser la Guinée-Bissau pour ça. Au moins, il faut au moins reconnaître ça. Voilà. Le second, en tout cas, celui qui est en seconde position, Oumaro Sissoko Embalo, lui, il est aussi un ancien du PAIGC, passé dans l'opposition, puisqu'il dirige maintenant un mouvement, le MADEM. Alors, donc, on voit que c'est la vie politique en Guinée-Bissau est façonnée par le PAIGC. C'est ce parti qui fait et défait les hommes politiques. Même le sortant qu'on critique aujourd'hui est issu du PAIGC. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a réussi le premier tour et qu'éventuellement on réussira le second tour que la Guinée-Bissau est sortie de l'ornière. Oui. Ce parti qui parle de développement entre la Guinée et puis le Cap-Vert, je ne comprends pas. Pour moi, je veux encore cultiver ça pour mieux savoir comment les individus dans un pays peuvent vouloir créer un parti qui agit dans... Je pense qu'au départ, ça remonte aux indépendances. C'est les deux qui luttaient ensemble pour la Guinée et le Cap-Vert. C'est après qu'il y a eu la séparation des deux. Ouais. Donc, du coup, je crois quand même que ce qui s'est passé... en Guinée-Bissau, fondamentalement pour Sissoko, qui était Premier ministre, je crois, en 2014, et qui est, suite à des crises, qui est parti avec d'autres. Donc, les gens, sans les deux protagonistes, se retrouvent aujourd'hui. Comme l'a dit Adi, il y a des courants de pensée qui s'affichent dans ce pays. Et c'est cela pourquoi il faut s'abstenir véritablement au second tour pour voir quel est le courant de pensée qui peut vraiment orienter l'avenir de ce pays. Parce que ce pays a une histoire et aujourd'hui encore les choses se passent avec les afro-descendants de tous les pays, notamment de l'Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud, on est là, on se dit, oui, si là nous sommes martyrisés, nous avons des problèmes avec les puissants comme les États-Unis et consorts, ça voudrait dire que d'autres puissances sont en train de détruire des pays en Afrique. Donc là, nous devons faire alliance. Les alliances qui se font autour du forum de Sao Paulo et d'autres forats qui se créent pêle-mêle permet d'orienter les partis politiques ou bien les leaders politiques en Guinée-Bissau. Du coup, aujourd'hui, on ne peut jamais dire que la Guinée-Bissau est sauvée extrémiste au terme de ces élections, mais nous verrons la suite si vraiment les hommes et les femmes qui seront chargés de gérer les affaires de ce pays vont transcender les conflits. Parce que chacun sait comment il a quitté l'arène politique pour se retrouver quelque part en opposition ou ça est là. Aujourd'hui, avec José Mario Vaz, qui n'est plus là, qui ne sera plus président, c'est clair, il ne sera plus président. Maintenant, est-ce qu'il y aura de la réponse du berger à la bergère? Vous pensez qu'il va faire une chasse aux sorcières? Justement, c'est cela même qui va plonger encore le pays dans le chaos. Il serait très intéressant que les intellectuels et puis les conseillers politiques puissent vraiment voler au secours de ce pays pour assister celui qui sera élu président. Peut-être que c'est celui qui anime aujourd'hui PAIG, GC, Domingo Pereira, qui pourra être élu avec le suffrage qu'il a obtenu. Il sera élu, peut-être si il y aura des alliances qui vont se constituer avec les petits partis qui sont là. Il y a un certain Djabi aussi qui a eu un certain nombre de voix. Si on fait bien les alliances, peut-être qu'il passera, ou bien ça peut être un renversement de pouvoir et puis on verra ce que ça peut donner. Je me rappelle quand José Mario Vaz prenait le pouvoir en 2014, on disait que c'était une élection qui s'est très bien passée.
Et puis tout le monde disait, la Guinée est sortie de l'ornière. On est là 5 ans. On est toujours... C'est la même question. Oui. Oui, parce que tout simplement, il y a des intérêts qui sont en jeu. Comme il l'a souligné, je n'avais pas voulu aborder rapidement ces questions-là, qui de plus en plus taraudent l'esprit de beaucoup de politiciens en Afrique. C'est qu'il faut toujours une alliance quelque part pour pouvoir arriver au pouvoir. Ouais. Et ces alliances ne se font pas seulement au niveau du pays, si ce n'était que cela, mais parfois trouvent ses racines ailleurs, dans des idéologies parfois trompeuses, de rassemblement de toute la diaspora noire africaine, descendance et tout ça. Et donc, à un moment donné, ça voudrait dire que chacun aussi réclame le pouvoir, mais à l'étranger. Et donc, ça crée vraiment des conflits qu'on ne peut pas vraiment évaluer de nos jours sur le continent africain. Il y a tellement d'intérêts qu'il faut savoir être en mesure de pouvoir contrebalancer tout ça et donner les équilibres nécessaires pour que le pays puisse réellement sortir. Je crois qu'il y aura toujours des crises. Les crises vont exister. C'est là que moi, je peux voir maintenant le vrai rôle des institutions régionales comme la CEDEAO, de ne pas abandonner le pays et que ça soit maintenant qu'ils puissent réellement poser les vraies bases sur lesquelles on pourrait réconcilier le pays. La chasse aux sorcières, bon, je ne pense pas que c'est une bonne méthode et que moi je ne suis pas bissau-guinéen, je n'ai pas vraiment des liens, mais s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment d'éviter ça. Partout à travers le monde entier, à chaque fois qu'il y a une telle option, on est toujours revenu au statu quo. Et parfois on regrette même l'ancien monde. Le peuple même qui a voté dira si on vivait avant, c'est comme Moïse et son peuple dans le temps. Donc il ne faut pas vraiment choisir cette méthode-là. Elle ne paye pas parce que, comme je le dis, le pouvoir et la politique, c'est toujours un cercle vicieux. C'est comme le pneu d'une voiture ou d'un moteur. Donc ça va toujours tourner. Celui qui a pris le pouvoir, qui va prendre le pouvoir après le second tour, il va gouverner, on ne sait même pas s'il va finir ou pas. Peut-être notre souhait, c'est qu'il finisse. Même s'il finit, il ne sera pas éternel au pouvoir. Même s'il modifie la Constitution pour rester jusqu'à vie, forcément, c'est qu'un jour, il va partir. Donc, il ne faudrait pas opter pour ça parce que vraiment, c'est contraire aux valeurs morales, c'est contre les droits humains, c'est contre même les valeurs même de la vraie politique. Voilà. Nous allons passer maintenant au second sujet, c'est le Bénin. On va évoquer donc cette condamnation de l'État béninois. L'État béninois a été condamné par la justice internationale à verser 60 millions d'euros. Ça représente 36 milliards de francs CFA à l'opposant Sébastien Ajavon qui vit aujourd'hui en exil. On se rappelle cette rocambolesque affaire de trafic de cocaïne, de la drogue qui avait été retrouvée dans des conteneurs appartenant à la société de l'opposant. Il a été condamné par la justice béninoise à 20 ans de prison. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé cette condamnation inopportune et donc l'État béninois doit lui verser 60 millions d'euros. Une réaction d'abord qu'on donne ailleurs sur cette décision de la justice internationale? En fait, personnellement, c'est une joie. C'est une joie d'avoir ces informations. Je crois que nos institutions en Afrique sont en train de faire du bon boulot. Ce n'est pas la première fois. Je crois que certains aussi au Togo avaient joui de ces décisions devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Et donc, cette affaire remonte en octobre 2016. En octobre 2016, on a aperçu, je crois, 18 kilos de cocaïne pure dans un conteneur appartenant à une des sociétés de l'opposant Ajavon. Je crois ça a été discuté. Je crois même pour le jour où le procès devait être ouvert, nous étions à Cotonou pour le point de presse. Et on avait donné les orientations pour que l'affaire soit complètement afin que le Bénin puisse poursuivre sa marche de la démocratisation. Mais ça n'a pas été suivi. Aujourd'hui, dire que l'État béninois a été condamné à verser 60 millions d'euros à l'opposant Ajavon, dans quelle caisse on va l'épuiser alors que les Béninois souffrent? Dans quelle caisse ces fonds-là vont être débloqués alors qu'aujourd'hui, à l'état T, la crise qui est née
et avec ces tentacules jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ont mis les Béninois dans une situation avec, entre griffes, je le dis sans trop le mettre parce que ce n'est pas l'objet, la fermeture d'une frontière. Vous voyez un peu tout ce que ça engendre. Que les politiciens mettent un peu du bémol dans leur comportement afin de viser le peuple et non leur orgueil. Alors, Kondo Nayot évoque, en tout cas, ouvre une parenthèse qui me paraît très intéressante. On a ce que les gens appellent la bêtise d'un président qui a fait qu'un opposant a été malmené dans une affaire sans dessus-dessous. Il est en exil, il a saisi la justice internationale et on condamne un État, donc le contribuable, qui tire déjà le diable par la queue, à payer à cette personne les bêtises d'un président, d'un individu en fait. Oui, et je crois que sur ce même plateau, on a fait le débat sur le rôle de la justice internationale où les gens ont sévèrement condamné l'intervention de la justice internationale. Mais aujourd'hui, ils trouvent que cette justice fonctionne. C'est bien, ça me réjouit. Moi qui travaille pour les droits humains, tant mieux. Hein. Je crois que, encore une fois, qu'on puisse le dire, les erreurs de justice ont un coût. Et il faut que ces procès emblématiques, comme on les appelle souvent, puissent aider le commun du mortel à comprendre que ce n'est pas une question de dire, de s'opposer à un président ou à un système quand on dit de faire l'effort nécessaire pour que tout le monde ait les mêmes droits devant une juridiction. Parce qu'il y a beaucoup de ces cas, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens, sont pauvres, qu'ils ne peuvent pas aller devant ces juridictions. Il faut aussi le dire. Et donc, si beaucoup de personnes allaient devant ces juridictions, vous verrez qu'il ne resterait plus rien à nos États pour réellement dire qu'ils sont des États. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on condamne un État, il faut le souligner, sur ces égarements judiciaires. Mais on attend aussi quand même la réaction des autorités béninoises face à cette condamnation, pour qu'on puisse aussi mesurer ce qu'eux aussi pensent. Deuxièmement, ça c'était la première partie. Deuxièmement, c'est que il faut comprendre que le besoin de justice se fait sentir partout. Et que les hommes politiques, quand ils agissent aussi, pensent que aujourd'hui on peut être au pouvoir, être en mesure de manipuler les institutions, mais demain, cela ne peut pas être le cas. Donc, Ajavon a trouvé une issue quelque part. Je pense que demain, s'il a la capacité de devenir président du Bénin, qu'il ait la notion aussi que c'est important qu'une bonne justice puisse exister dans son pays. Donc je donne toutes ces informations parce que c'est important. Quand les gens sont aux affaires, ils agissent comme si tout était éternel, comme si rien ne pouvait arriver hors de leur système, alors que le système lui-même finit tôt ou tard par se mouiller lui-même. Ça, c'est sûr. L'histoire le démontre. Il ne faut jamais douter de la capacité de l'histoire à se refaire elle-même. Et que ce qui s'est passé au Bénin se passe aussi ailleurs. Et je pense que vous l'avez souligné même au Togo. Et donc, les conséquences sont énormes pour les budgets de nos pays. C'est énorme. Imaginez, ce n'est pas seulement tout ce que vous avez comme condamnation à donner à l'opposant, mais vous avez l'État béninois serait représenté par des avocats qu'il faut payer, et il faut prendre en compte tout l'ensemble du processus judiciaire, le temps qu'on a passé à monter tous ces dossiers parce qu'il s'agit d'un État. Tout cela aussi a un coût. Et maintenant, il y a aussi le coût psychologique et moral. Parce que c'est une honte pour un pays de se faire humilier comme ça par une institution régionale et même internationale. Et donc, pour moi, il faut vraiment faire l'effort qu'il faut au maximum pour éviter d'instrumentaliser la justice à des fins purement politiques. De toute manière, c'est ce que nous sommes en train de constater. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y avait pas de la cocaïne ou qu'il y avait de la cocaïne. On ne se prononce pas sur le fond du dossier, mais de toute manière, dans la forme et dans la condamnation que nous avons en face de nous, c'est que l'État béninois, les autorités ont mal agi. Parfois, ce ne sont que des erreurs purement de procédure que nos États... Voyez, on travaille avec des personnes qui parfois pensent que dès qu'on a le pouvoir ou qu'on a le système, on peut mettre la main n'importe comment sur tout individu ou n'importe comment on peut agir. Des gens rentrent parfois dans des maisons sans mandat, rien, ils saisissent, ils font tout, ils disent « nous c'est la loi ». Mais ce n'est pas possible, on n'est pas la loi. Parce que quand on demande à respecter la loi, ce n'est pas d'abord pour vous qui exécutez une décision.
d'une autorité. Non, c'est que vous exécutez la force appartenant à un pays. Parce que s'il y a une erreur, vous n'êtes pas le seul à assumer. 36 milliards, ce ne sont pas les gendarmes ni les policiers ou le magistrat qui a agi ainsi au nom de l'État. C'est que c'est l'ensemble des Béninois et ceux qui sont en train de mourir même dans les hôpitaux qui vont payer cela pour qu'on puisse payer ça à un seul individu. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vraiment tout simplement qu'on se raisonne. On n'a pas besoin d'une absence purement une démonstration juridique pour démontrer que ce qui est en train de se passer est anormal et que nos États vraiment doivent se respecter davantage. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une victoire pour Sébastien Javon, qui déjà avait gagné dans le fait que la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le procès à lui fait par la criette était un procès complètement ubuesque. Maintenant, sur le plan financier, il va avoir 36 milliards. Mais connaissant le gouvernement Talon, connaissant l'attitude de Patrice Talon, est-ce que ce n'est pas maintenant que les difficultés vont débuter pour Sébastien Javon, au moins pour que la décision soit respectée? Je crois que le Bénin sera convoqué aux urnes en 2020 également. Oui, ça c'est les municipales, les 2021, les présidentielles. 2021 plutôt. Donc, je serai à la place de Javon. J'aurais anticipé les faits. Parce que la décision ne vise pas seulement le versement de l'indemnité économique et psychologique de 60 millions d'euros, mais la restitution du patrimoine de la famille Javon perquisitionné par la justice béninoise et le lever de main sur les comptes de la famille. Une fois que c'est bien libéré et que M. Javon rentre en possession de tout ça, je crois qu'il serait bien de dire l'essentiel pour moi, c'est de me sentir blanchi dans cette affaire. Je fais grâce. Ça lui permettra d'anticiper et de préparer. S'il nourrit toujours l'ambition de devenir président du Bénin. Je crois que c'est sage. Ce serait sage, mais... Mais ce que vous dites là, il faut déjà que le gouvernement de Talon puisse s'exécuter. Oui. En fait, à l'état actuel, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui emballent, beaucoup d'affaires qui emballent Talon, où Talon est obligé de s'exécuter. Parce que déjà dans l'affaire avec Yahi Boni, lui-même il était sorti publiquement pour présenter des excuses et a demandé que Yahi Boni revienne au pays. Donc, en posant ces actes, c'est-à-dire qu'il y a eu un remue-ménage, il y a un rétrospectif qui a été posé, il est revenu sur les pas des précédents qui existaient, il a compris quand même que ce n'est pas en son temps que le Bénin ferait marche arrière. Donc, à ce stade-là, il est obligé de s'exécuter dans le sens de l'apaisement de la nation. S'il ne le fait pas, il risque de voir encore son mandat exacerbé par de profondes crises qui risqueraient de plonger le Bénin. D'ailleurs, avec le Nigeria, ce n'est pas facile. Les Béninois sont en train de l'attendre de pied ferme et les gens font les sommations pour qu'il agisse, pour que les frontières s'ouvrent. Quand vous appelez les gens du Bénin, vous diront que M. Condé, mais là où le Bénin, là aujourd'hui, tout est fait avec la fermeture du Nigeria, de la frontière du Nigeria. C'est comme le Bénin ne vit plus. De toute façon, quand vous avez le carburant de Fonaté qui est à 1400, c'est difficile que le Bénin. Vous pensez qu'il va être facile pour Patrice Talon d'exécuter cette décision? Non, je pense que ça ne serait pas facile pour tout dirigeant. Il n'est pas le premier ni le dernier qui sera condamné. Et parce que tant qu'on n'a pas pris les bonnes mesures pour que nos juridictions puissent vraiment travailler, c'est pas que nous avons de mauvais magistrats. Non. Il ne faut pas du tout aller sur ce terrain. Il y en a un peu trop qui se mettent un peu trop aux ordres. Oui, mais vous voyez, le contexte parfois n'est pas du tout favorable au vrai travail. Vous voyez, les gens ont envie d'avoir un contexte, une situation qui leur permette vraiment de travailler, mais parfois c'est difficile. Il ne faut pas vraiment jeter rapidement la pierre aux individus. On parle plutôt du système. Il faut que les gens comprennent ce qu'on veut dire. On n'insulte pas un magistrat. Non. C'est le système lui-même qui crée cela. On crée des
des clones comme ça pour pouvoir rapidement agir quand on a envie. Sinon, les gens sont très compétents, ils ont vraiment envie de faire le travail. Maintenant, est-ce qu'il va s'exécuter? Parfois, les États s'exécutent, mais lentement, et parfois ne le font pas entièrement. Donc, il y a plusieurs catégories d'exécution et d'exécution des décisions des juridictions régionales. Il y a une étude même qui le montre même les pourcentages d'exécution. Vous avez des pays même qui sont totalement amers. La Gambie, au temps de Yaya Jammeh, n'exécutait aucune décision provenant des juridictions internationales. Mais bon, c'est une tendance. Mais je pense que pour le respect du Bénin, c'est de son devoir de pouvoir s'exécuter vis-à-vis d'une telle décision très très importante d'une juridiction africaine. C'est d'ailleurs l'occasion d'appeler les Africains à faire mieux confiance à ces institutions pour qu'on ne puisse pas accuser d'autres de faire une justice à double tranchant et tout ça, parce que à double vitesse, c'est important, parce que c'est important, ce sont nos juridictions, il faut les accompagner, et en exécutant leurs décisions, c'est qu'on renforce leur pouvoir d'action, parce que demain, on peut aussi, soit même peut-être Talon lui-même peut aussi avoir recours à cette juridiction pour, on ne sait jamais. Donc, comme je l'ai dit, l'histoire tourne, et donc c'est important de donner ce signal. Donc si on a commis une erreur, il faut reconnaître l'erreur et prendre appui sur cela pour bâtir de nouvelles relations. Maintenant, quant à l'avenir politique de Ajavon, moi, je ne veux pas du tout me prononcer. C'est à lui de décider. Si on prend en compte que ce soit la première décision, c'est-à-dire incriminant l'État de l'avoir jugé 2 fois dans la même affaire, l'avoir condamné, et celle-ci, ça montre qu'au niveau de la justice internationale, il est blanchi, mais est-ce qu'il peut prendre le risque de rentrer au Bénin? Je pense que l'actualité actuelle ne permet pas. Il doit prendre... Parce que même si je ne suis pas un expert politicien de la vie politique béninoise, je ne suis qu'un observateur de très loin d'ailleurs. Et même si l'ancien président Boni Yayi même a du mal actuellement à rester au Bénin, ce n'est pas celui qui a déjà encore des problèmes judiciaire qui va prendre ce risque-là. Donc, je crois qu'il faut vraiment étudier bien le terrain et s'assurer qu'il pourrait revenir dans un contexte plus rassuré et qu'on minimise les risques. Parce que, vous voyez, en Afrique, la politique n'est pas seulement au niveau des lois et des pratiques, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les coutumes. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Et donc, c'est un grand risque en Afrique, souvent, de faire de la politique. Donc, il faut qu'il mesure bien, voir s'il est capable de revenir actuellement dans ce contexte-là. Je pense que le président actuel même du Bénin avait fait l'objet aussi d'autres poursuites comme ça. Donc, vous voyez, comme je le dis, la roue de l'histoire, qui tourne. Et donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention à toute prise de position qui ne puisse pas permettre de créer la bonne ambiance et la symbiose de travail. Voilà. Sébastien Ajavon ne doit pas crier victoire trop tôt. Non, pas du tout. Il ne peut pas crier victoire actuellement parce qu'il faut attendre encore pour voir comment l'État béninois va réagir. Mais je sais quand même que les Béninois ont une qualité de transcender les clivages, les divisions, les incompréhensions pour saisir les opportunités. Ça, les Béninois l'ont démontré dans beaucoup de situations et ça, je crois qu'à un moment donné, il y aura une assise qui permettrait de faciliter l'entrée au pays des uns et des autres ou bien d'amener... Après 2021, parce qu'il n'a pas envie aussi d'avoir les gros morceaux au pays quand il va vouloir aller en second mandat. Non, en fait, il avait dit qu'il lui ferait qu'un seul mandat. Bon, il a oublié ça depuis longtemps. Donc, mais quel qu'en soit le cas, je crois quand même que les hommes politiques sont toujours ce qu'ils sont. Ils affichent une attitude, mais ils font autre chose. Peut-être là, vous verrez qu'à un moment donné, Ajavon serait sollicité pour être Premier ministre à un moment donné pour faire un certain nombre de choses. Je fais toutes ces lectures-là, on verra bien. Oui, les alliances se font toujours avec le diable qu'on a à côté. Hein. Vous voyez, je le dis, quand je lis un peu la Bible à un moment donné, ça m'inspire et je dis, c'est possible encore aujourd'hui. Parce que entre Dieu et Satan, c'est l'antagonisme pur. Mais à un moment donné, Dieu et Satan s'asseyent autour d'une même table pour négocier. Le cas de Satan devant Dieu sur la vie de Job. Vous voyez, non? Donc, des choses peuvent évoluer rapidement au Bénin
on y croit. Peut-être alors même peut prendre la mesure des choses et voir que le Bénin souffre. Nous n'avons pas l'argent au trésor, on ne peut pas payer. Et donc, par ça seulement, il peut redevenir petit et faire appeler à Javon par téléphone. Oui, mon frère, il y a ça, mais il faut faire, c'est fini. Ils vont prendre un acte pour pouvoir passer le coup d'éponge sur cette affaire et les uns les autres peuvent arriver. Parce que, au fond, ce n'est pas une crise politique. C'est une crise économique, c'est une crise d'affaires. Les deux sont les deux milliardaires qui ont financé beaucoup de politiciens. Ils sont dans l'arène politique depuis, ils maîtrisent les dispositions de gestion de l'État. Talon, dans le coton, à Javon, dans les agroalimentaires, du coup, les deux se connaissent depuis longtemps comme des hommes d'affaires. Messieurs, si vous permettez, on va aller à la pause. Elle va durer 10 minutes, le temps qu'on regarde ensemble le journal et nous revenons pour la seconde partie. Merci.